souvent que les belles rencontres font les belles histoires. Mais le contraire existe également. C'est-à-dire que les mauvaises rencontres, celles dont on se serait bien passé, peuvent faire tourner une journée compensée sans souci majeur en cauchemar. Voici 3 d'entre elles. La première se passe à La Réunion lors d'une banale balade, en pleine saison chaude, vers la fin du mois de janvier. Tom et Léa ont pris l'habitude d'attendre le début de soirée pour promener leurs chiens, tout en évitant les fortes chaleurs. Enfin, éviter, c'est une façon de voir les choses. Disons que pour ne pas quasiment voir sa peau griller au soleil, et que Fripouille, le petit chien qui les accompagne toujours, ne se brûle pas les pattes. Ce jour-là, ils partent comme à l'ordinaire en fin de journée pour promener Fripouille dans les alentours. En fait, ils habitent une petite case un peu isolée dans l'est de l'île, plus ou moins située à mi-chemin entre de nombreux champs de canne à sucre et la végétation sauvage. Celle-ci étant dense, difficilement franchissable et dépourvue de sentiers, car hors zone touristique, il était bien plus agréable de se promener dans les petits chemins qui traversaient les champs. C'était calme et peu fréquenté. Il n'y avait guère qu'à la période de coupe que ces sentiers s'animaient. Vu que Fripouille portait bien son nom, il était impossible de le lâcher en présence d'autres personnes, et surtout d'autres chiens, sous peine d'assister à une belle bagarre. Le début de la balade était sans encombre. Au bout de quelques mètres, Fripouille était lâché et gambadait joyeusement jusqu'à ce qu'il s'arrête net. Il était à une bonne dizaine de mètres devant, et au fur et à mesure que Tom et Léa se rapprochaient, ceux-ci commençaient à sentir une odeur piquante et désagréable. Elle devenait de plus en plus forte et horrible au fur et à mesure de leur avancée, jusqu'à se transformer en une puanteur nauséabonde. C'est seulement lorsqu'ils arrivèrent à hauteur de Fripouille qu'ils comprirent d'où venait l'odeur, et surtout ce qui était la cause de son attitude étrange. Il y avait des restes de chiens brûlés et à moitié dévorés au beau milieu de l'intersection, comme si le ou les chiens avaient été dépecés avant que certains morceaux ne servent de repas macabre. Le soleil avait fait le reste, faisant frire la chair à vif des cadavres abandonnés. L'odeur était infecte, difficilement supportable. Mais ce qui interrogeait le plus, c'était surtout de savoir qu'est-ce qui avait fait ça et pourquoi. Malgré les réticences de Léa, qui exprimait le désir de partir au plus vite de cet endroit, peu rassurée par cette découverte morbide qui lui provoquait des hauts le cœur, Tom s'approcha des cadavres pour tenter de comprendre ce qui avait bien pu provoquer ce tableau écœurant se trouvant sous ses yeux. Tom avait cette manie malaisante de vouloir connaître en détail ce qu'il avait sous les yeux, ce qui lui avait déjà valu à plusieurs reprises les remontrances de Léa qui ne partageait pas ce besoin de savoir parfois incompris. Quoi qu'il en soit, ignorant les demandes de Léa de laisser tomber et de rentrer, Tom inspecta de plus près les restes calcinés sur la terre asséchée par le soleil de plomb. Il constata la présence de traces fines sur toute la longueur des flancs. Il était évident qu'il s'agissait de marques d'une lame très tranchante. Mais ce n'était pas le plus curieux. Si les corps semblaient avoir été éviscérés par une main humaine, il y avait autre chose. Quelque chose le dérangeait. Des marques de dents et de griffures. Mais ça ne ressemblait à rien de ce que Tom connaissait, et vivant dans les parages à l'état sauvage. Il avait parcouru des dizaines de livres traitant des caractéristiques de la faune et de la flore de la région, et ce qui se trouvait sous ses yeux n'en faisait pas partie. Il remarquait aussi que les pattes, le cou et le crâne des pauvres bêtes devant lui avaient été sectionnés par endroits, laissant ressortir les os, eux-mêmes en partie croqués. De ce qu'il pouvait voir, ces chiens avaient été tués ailleurs qu'ici, volontairement découpés, puis donnés en pâture aux responsables de ce carnage, comme une offrande. Tom était au courant de certaines croyances parcourant l'île, et il se demandait si ce spectacle déroutant n'était pas une preuve d'horribles pratiques d'une partie de la population pour se préserver de la colère de créatures.
une manière de les tenir éloignés des habitations proches en leur offrant la nourriture dont elles avaient besoin. Un sacrifice. C'était bien de cela qu'il s'agissait. Mais Tom n'eut pas le loisir d'en savoir plus, car Léa lui signalait que quelque chose approchait vers eux. Elle voyait les tiges des cannes à sucre ployées sous le coup du passage d'un animal se dirigeant dans leur direction. Tom se rendit compte à son tour de ce qu'avait constaté Léa, confirmé par les aboiements intempestifs de Fripouille que Léa avait du mal à retenir. Elle avait été obligée de le rattacher pour qu'il ne se rue pas vers la chose qui s'approchait d'eux dans un geste de défense de ses maîtres. Ni une ni deux, Tom se rua vers Léa, lui prenant le poignet après avoir pris Fripouille dans ses bras et l'entraîna avec lui à courir le plus loin possible. Il était parfois téméraire, mais pas courageux au point de se trouver nez à nez avec une créature capable de briser des os et de se repaître de la viande de malheureux chiens servant d'offrande. Tom et Léa ne sont plus jamais allés se promener dans le coin. Ils avaient bien trop peur de revivre une expérience similaire et craignaient de ne pas avoir autant de chance que cette fois-ci. La seconde histoire concerne un mec glauque rencontré lors d'une balade à vélo. Je vous donne le contexte. C'est le printemps, il commence à faire beau et je commence à avoir envie de reprendre mon vélo pour aller me balader afin de profiter des arbres en fleurs et du retour de la douceur. Il est 8 heures, il fait déjà un beau soleil. Alors je prends mon VTT, un petit sac avec une bouteille d'eau et quelques bonbons et c'est parti. J'ai la chance d'avoir à proximité plusieurs possibilités de promenade. Des sentiers destinés au vélo, des petites routes très peu fréquentées, ou encore de très nombreux chemins traversant les champs ou simplement la végétation et les espaces boisés pour relier divers champs entre eux, vignes ou vergers. Bref, un petit paradis pour qui aime partir sans direction précise, avec pour intention simplement de se balader dans la nature ou les espaces verts. Au bout d'à peine 5 minutes, j'ai quitté le lotissement pour me retrouver dans un premier petit sentier. Je vois rapidement que les pêchers sont déjà en fleurs. Irrésistiblement attiré par ce beau décor juste pour moi, je décide de couper à travers le verger et rejoins un autre petit chemin. Je commence à avoir chaud, la douce lumière du matin si agréable a laissé place à un franc soleil. Du coup, je m'arrête pour manger une partie de mes bonbons et boire un peu d'eau. Reboosté et motivé, j'enfourche mon vélo et repars en direction d'un petit sentier caillouteux et ombragé cette fois. Au bout de quelque temps, je regarde ma montre et constate que l'heure a tourné. Il est déjà temps de rentrer et d'accélérer un peu le mouvement. Omnibulé par cette excellente idée, je ne prête pas attention aux cailloux et surtout à la branche en travers du chemin, provoquant ma chute. Surprise et me remettant de la douleur subie, je me relève péniblement. Rien de cassé, juste quelques égratignures. Je remonte sur le vélo, mais au bout de quelques mètres, je m'aperçois que j'ai crevé. En plus de ça, je n'ai pas le matériel pour réparer ma roue. Je fouille mon sac. La malchance ayant décidé de continuer sur sa lancée, bien entendu, mon portable n'a pas apprécié le choc et refuse de fonctionner. Et c'est là que, littéralement sorti de nulle part, un mec à l'air chelou débarque. Il vient directement me voir et me demande ce que je fais là. Un peu surprise et gênée sur le coup, je reste bouche bée et je ne sais pas trop quoi répondre. Il insiste et commence à se lancer dans un discours incompréhensible et lunaire. Il me demande si moi aussi j'ai été en contact avec les passagers d'une soucoupe ayant atterri, selon ses dires, la veille au soir, raison pour laquelle je me trouverai sur ce sentier qui, toujours selon lui, est censé servir de lieu de rendez-vous avec eux. Je lui dis que je n'ai rien vu et que je n'ai rencontré aucun extraterrestre. Je suis juste venu me balader dans le coin et j'ai eu un imprévu, mais je ne compte pas rester ici. Je montre mon intention de continuer mon chemin, malgré ma roue crevée, pas vraiment rassuré par cet illuminé qui me parle de trucs insensés. Je pensais qu'il en resterait là et qu'il me foutrait la paix, pendant que je me faisais à l'idée de devoir rentrer chez moi à pied, quand il s'est mis à m'agripper le bras. Il s'est alors mis à me dire que je lui mentais, qu'il savait que je n'avais pas pris ce sentier par hasard, comme je le prétendais, et que moi aussi je les avais vus.
comme lui les avait rencontrés, et que je ne devais pas avoir peur des révélations que ces êtres venus d'ailleurs s'apprêtaient à dire quand ils seraient là, pour respecter leurs promesses. Je tentai de me défaire de l'emprise de sa main fermée sur mon poignet, mais en vain. Il continuait son délire à base de fin du monde annoncé par ces fameux aliens, que lui et moi, on était des élus choisis parmi des centaines d'autres et qu'on devait être fiers de ça. Il me sortait aussi des trucs flippants, comme par exemple si j'avais une borne GPS sur moi, si j'avais un tatouage sur le cou pour prouver que j'étais pas un ennemi des aliens. Il disait qu'il avait une application sur son portable avec un lecteur de code-barre lui permettant de déterminer qui était un allié des extraterrestres ou un ennemi. Il me demandait de lui faire voir si j'avais la même application. Je lui indiquai que mon portable était cassé et que donc je ne pouvais pas lui montrer. Il a commencé à me regarder d'un air encore plus bizarre, me demandant si mes complices n'étaient pas loin, qu'il trouvait ça étrange que je sois seul sur le lieu prévu pour le rendez-vous. Après ça, il a changé de disque, si je puis dire, en me saoulant de trucs de prévention sur le fait qu'une fille ne devrait pas se promener dans un endroit dangereux, que les arbres servaient de cachette à toutes sortes de pervers, n'attendant que ça, que quelqu'un comme moi vienne vers eux, et que si je voulais bien, ils pourraient me protéger d'espions, ou un truc au moins aussi délirant. Il m'a sorti d'autres paroles à base d'hommes en noir, d'agents se déguisant en arbres, que c'était sûrement l'un d'eux qui m'avait balancé la branche pour me faire tomber et mettre hors service mon portable. Parce qu'il savait que je les avais rencontrés, en parlant à nouveau de ses visiteurs. J'étais terrorisée par ce malade, et par réflexe, ne pouvant arriver à lui faire lâcher mon poignet, je me suis rappelé les conseils de ma chère grand-mère pour ce genre de cas. Je lui ai lancé simplement un grand coup de pied dans ses parties génitales. Il m'a immédiatement libéré la main, me tordant de douleur et s'affaissant au sol en position fétale, tout en m'insultant d'ennemis du peuple, de complotistes anti-aliens et d'autres tissus de conneries tout aussi abracadabrantes les unes que les autres. Au moins, j'étais à nouveau libre. Je prenais mon vélo inutilisable sous un bras et avançais aussi vite que possible. Heureusement, je possédais un modèle très léger et je pus rapidement distancer ce dérangé. Un peu plus loin, j'eus la chance de tomber sur mon cousin qui travaillait dans un des champs avoisinants. Je lui expliquai ma mésaventure et il a tout de suite demandé à son patron présent à proximité s'il pouvait me raccompagner chez moi avec son véhicule et s'il pouvait appeler la police pour retrouver l'autre malade à qui j'avais pu échapper. Le lendemain, j'ai appris que le fameux gars était coutumier de ce genre de délire paranoïde. Il était connu pour se droguer et sortait d'un séjour d'un centre de désintoxication où il avait suivi un programme pour le guérir de ses hallucinations. Apparemment, ça n'avait pas très bien marché. Et il semblait qu'il avait été libéré trop tôt. Ou bien peut-être qu'il a fait croire qu'il était guéri pour pouvoir sortir. Avec mon témoignage accablant, vu qu'il a finalement été retrouvé et ramené au centre, je pense qu'il n'est pas prêt de sortir. En tout cas, je pense que j'éviterai de reprendre ce sentier désormais. Même sachant que le dérangé est à nouveau enfermé, j'aurai pas l'esprit tranquille. Pour cette troisième et dernière histoire, nous prendrons la voiture cette fois, mais nous resterons dans un cadre champêtre. Bonjour, je m'appelle Sarah et j'ai 29 ans. Il y a 8 ans maintenant que j'ai vécu quelque chose d'assez étrange que je n'arrive pas à comprendre et qui, aujourd'hui encore, me laisse perplexe. C'est donc en partie pour ça que j'ai décidé de vous le raconter. Et aussi en espérant avoir des avis différents et variés sur ce qui a pu se passer. J'avais donc 21 ans, c'était un samedi soir. On était invités à un mariage organisé dans un château à 40 minutes de chez nous. Vu que c'était le mariage de mon cousin, dont j'étais très proche, j'ai accepté d'y aller. Pourtant, je venais juste de rentrer du travail. Je suis infirmière. Et les horaires de week-end étaient assez lourds, mais malgré tout, j'avais accepté d'y aller, vu que je m'entendais vraiment trop bien avec lui pour le planter. J'avais cependant précisé à ma sœur qui m'accompagnait que je ne voulais pas y rester trop longtemps, genre jusqu'à minuit et demi, le temps de reprendre la route et d'avoir
un petit peu d'heures de sommeil, vu que je travaillais aussi le lendemain. La soirée s'est passée nickel. On danse, on mange, on boit, bref, c'était vraiment sympa. Mais l'heure de repartir arrive assez vite. Avec ma sœur, on salue nos cousins, le reste de la famille, et on retourne féliciter les jeunes mariés avant de reprendre la route. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai utilisé mon GPS, et que ce GPS ne m'a fait que passer par les routes non principales, des routes assez sinueuses. Et le château où s'est passé le mariage était assez reculé, perdu dans la campagne. On repart, je mets les pleins phares car les lampadaires sont inexistants et la route étroite. Durant les 10 premières minutes, tout se passe bien. On arrive alors au niveau d'un virage très sinueux et sombre et j'aperçois sur le bord de la route, côté passager, un homme, de dos, très maigre, totalement immobile. Il ne bougeait pas d'un cil. Sa tête baissée vers le sol, et je n'ai donc pas vu son visage. En temps normal, je me serais arrêtée, mais ce soir, je ne l'ai pas fait. Entre l'environnement, la fatigue, le fait qu'il soit tard, et mon instinct qui me disait de continuer de rouler, on dépasse donc cet homme et quelques minutes passent dans la voiture. Je finis donc par demander à ma sœur si elle a vu cet homme étrange et elle me répond « Quoi ?» Je lui décris alors ce que j'ai vu. Ma sœur me dit qu'elle n'a strictement rien vu, absolument personne, alors qu'avec mes pleins phares, elle ne pouvait pas l'avoir loupé. Moi, je l'ai vu distinctement. Du coup, plusieurs choses se passent dans ma tête. Est-ce que cet homme était juste un homme bourré? Ce qui serait franchement très étrange compte tenu du fait que sur cette route, il n'y avait rien. Pas de bar, pas d'habitation. Qu'est-ce qu'il pouvait faire au bord de cette route? Sans compter le danger de marcher de nuit sur le bas-côté d'une route aussi étroite et sinueuse. La peur de l'écraser que j'ai eue. Ou alors, est-ce que j'ai vu quelque chose d'inexplicable? Pourtant, je suis sûre de moi. Avec mes phares, je l'ai bien vu cet homme, ou cette femme après tout. C'est vrai, la personne était de dos, mais je l'ai vu. Il était vraiment mince, avec un genre de sweat foncé à capuche et plutôt grand. Du coup, j'ai envie d'en avoir le cœur net et je fais demi-tour. Mais rien, personne. Nous ne croisons absolument personne. Pourtant, je suis sûre de l'avoir vu et il ne pourrait pas avoir disparu. C'était déjà bizarre de croiser quelqu'un sur le bord de cette route en pleine nuit, mais là, où est-ce qu'il est? Je m'arrête un instant sur le bord, perplexe. Mais ma sœur insistait pour qu'on rentre, me rappelant bien que, à la base, c'est moi qui étais pressée de rentrer pour pouvoir dormir. Et c'est là qu'à nouveau je le vois, au même endroit que la première fois. Je freine, je m'arrête une petite dizaine de mètres plus loin, demandant à nouveau à ma sœur si cette fois-ci elle l'a vu, l'homme immobile avec le grand sac à la main. Je la regarde et elle est blanche comme un linge. Je lui demande si ça va. Elle me regarde en silence. Elle ne dit rien mais finit enfin par me répondre. Son visage et son sac. Démarre, vite, démarre. Et elle n'a rien voulu me dire de plus. Nous sommes rentrés et nous n'en avons plus jamais reparlé. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois que je croise quelqu'un sur le bord de la route, je ne m'arrête pas et je continue. Voilà. J'attends vos opinions pour savoir ce qu'il en était. C'était donc notre dernière histoire pleine de mystères. Bonne soirée à tous. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée à la suite d'une petite dispute, ou plutôt d'une grosse. Vous savez, un de ces moments lors de phases d'énervement avec quelqu'un en face de vous. Qu'on soit dans la rue, dans une maison, vous devez connaître ce sentiment qui vous submerge à ce moment-là. Ce mélange de colère, d'énervement, de tristesse et de rage qui peut vous pousser à bout est capable de vous obliger à faire n'importe quoi. Du coup, on fait tout pour ne pas arriver dans cet état de nerfs, malgré la dispute. Et parfois, la seule solution qu'on peut entrevoir dans ce tunnel de colère, c'est de s'éloigner de l'autre, et vite. Bien, pour éviter le pire, du moins c'est ce que je pensais, c'est ce que j'ai fait. Et au vu de ma situation actuelle, je le regrette amèrement.
ce n'était vraiment pas une bonne idée, que la faute soit imputable à notre environnement ou à toute autre chose. Franchement, c'était quasiment impossible de réfléchir correctement avec un tel niveau d'énervement. Mais quand même, claquer la porte du motel où je me trouvais et partir seul dans un lieu complètement inconnu, qui plus est sur un terrain potentiellement accidenté, ce n'était pas bien malin. En plus de ça, en fin de journée. Et bien sûr, quand on part sur un coup de tête, c'est bien connu. On essaie de penser à prendre le nécessaire, ne serait-ce que le minimum, au moins un sac ou une veste. Mais non, je n'ai même pas eu l'intelligence de réfléchir à ça. Oh, j'ai bien mon téléphone. Seulement, voilà, je devais le changer la semaine dernière. Bien sûr, comme c'est souvent le cas, il y a eu du retard avec la commande. Et là, il ne capte rien, pas de réseau. La nuit est tombée bien plus rapidement que je l'imaginais. Et bien évidemment, la fraîcheur qui va avec. Pour rajouter au plan galère, je me suis rapidement perdu. Pourtant, j'ai eu un éclair de lucidité à un moment, et j'avais vraiment en tête de ne pas trop me laisser guider par la colère. J'ai même pensé à rebrousser chemin, mettre de côté ma frustration due à la dispute et rentrer discrètement en usant d'une excuse bidon pour expliquer mon changement d'avis, tout en assurant à l'objet de ma colère que j'étais toujours en mode « je te fais la gueule ». Mais ça m'est sorti de la tête quand je suis passé à hauteur de la petite boutique qui accompagnait la station-service associée au motel. C'est là que 2 types passablement ivres m'ont interpellé de façon plutôt grossière. Et je dois dire que je n'étais logiquement pas d'humeur à ça. J'ai alors tourné les talons pour éviter d'envenimer les choses et pris le premier chemin qui s'offrait devant moi. C'était ma première erreur. Au bout d'une centaine de mètres, le chemin devenait un peu plus étroit. Comme j'étais toujours énervé, je n'y prêtais pas attention. Pas plus qu'au panneau indiquant que le chemin était fermé et qu'il n'était plus autorisé de s'y promener. Plus j'avançais, plus je m'enfonçais vers mon malheur, jusqu'à passer devant 2 bifurcations sans même m'en rendre compte. Ce n'est qu'avec la baisse de la lumière que j'ai pris conscience que je devais marcher depuis plus d'1 heure, sans faire attention où j'allais. J'ai alors fait demi-tour et me suis rapidement aperçu que je m'étais perdu. C'est là que j'ai commis ma 2e erreur. Je craquais, j'étais à bout de nerfs. Ne sachant plus où aller ni quoi faire, je me suis bêtement mise à pleurer, assise là, au milieu de nulle part, et j'ai pleuré. Forcément, je me suis fait remarquer. J'ai entendu du bruit derrière moi et j'ai vu une silhouette. Je me suis relevé pour mieux voir qui était là, et il m'a semblé voir un homme. J'ai crié pour demander qui venait. C'était un des 2 mecs sous de la supérette. Bordel, qu'est-ce qu'il faisait là? Est-ce qu'il m'avait suivi? Qu'est-ce qu'il me voulait? Hors de question pour moi d'essayer de le découvrir. J'ai préféré fuir. Et il s'est aussitôt lancé à ma poursuite. Plutôt sportive et pas du tout ivre, j'ai réussi à le semer. Je reprenais mon souffle quand j'ai aperçu un peu plus loin une très jolie petite maison au toit de chaume. Au-dessus de l'entrée figurait une enseigne, chambre d'hôte. J'ai hésité un instant et je suis allé frapper. Une charmante dame âgée m'a ouvert la porte. Elle semblait plutôt surprise. « Que faites-vous là à cette heure-ci? Que voulez-vous? Je n'ai pourtant reçu aucune réservation. » Désolée de vous déranger, je me suis perdue. La vieille dame m'a alors proposé d'entrer et de me réchauffer. Ce que j'ai fait. Je lui ai demandé s'il y avait un téléphone pour appeler mon mari et le rassurer. Elle m'indiqua une porte au bout d'un petit couloir. C'était un petit bureau et il y avait effectivement un vieux téléphone fixe posé sur un guéridon dans l'angle de la pièce. Je décrochai le combiné quand j'ai vu au travers de la fenêtre qu'il était à nouveau là, le mec ivre, et il me faisait de grands gestes. Je m'empressais de composer le numéro de la police quand je réalisai qu'il n'y avait aucune tonalité. Je suis allé l'indiquer à mon hôtesse, qui s'excusa en m'expliquant que c'était chose courante ici, et que pour couronner le tout, les portables ne captaient pas. En même temps, comme elle le disait, cela faisait partie du charme proposé aux touristes qui venaient dormir chez elle. Mais quelque chose commençait à me déranger sans que je n'arrive à déterminer quoi. Je lui demandai quel était le chemin le plus rapide et surtout le plus facile pour retourner au motel d'où je venais. Mais elle insista pour que je reste dormir. C'était en effet la solution qui semblait la plus sûre.
Pourtant, quelque chose me gênait toujours et je n'étais pas à l'aise. Je lui demandai où étaient les toilettes et, là encore, au moment de me laver les mains, je l'ai encore vu dehors en train de me faire des signes. Le même mec bourré. En sortant de la pièce, j'ai voulu en faire part à la dame dont je ne connaissais toujours pas le nom. Et là, elle m'a poussé dans un escalier puis fermé la porte à clé. Je me suis retrouvé coincé dans sa cave, sans pouvoir en sortir, ni prévenir qui que ce soit. J'ai hurlé, tambouriné la porte, fait tout le raffut possible, avec le faible espoir que ça puisse alerter quelqu'un, mais en vain. Et ce foutu téléphone à la con qui ne daignait toujours pas fonctionner. Mais quelle idée j'avais eue aussi de me rendre dans un endroit pareil. L'enseigne m'avait donné confiance. Qui pourrait soupçonner une vieille dame tenant des chambres d'hôtes d'être une dégénérée ou je ne sais quoi? Je ne savais même pas à quoi elle me destinait. J'étais dans un flou total. Je repensais aussi au mec de la station-service, celui que je croyais à tort qui voulait s'en prendre à moi, pour me voler ou pire encore. On dit qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Vu ma situation, c'est on ne peut plus vrai. Sans savoir ce que cette vieille peau me voulait, il fallait que j'occupe mon esprit d'une manière ou d'une autre. Ça me donnerait peut-être une idée ou un moyen de sortir d'ici, ou au moins un moyen de prévenir quelqu'un de l'extérieur. À ce moment-là, j'avais presque oublié le sou de tout à l'heure. Je ne pensais qu'à calmer mon stress ayant atteint des sommets. J'ai parcouru la cave où je me trouvais, aidé de la seule lumière de mon portable. Il y avait au moins une fonction qui marchait sur cette merde. Dans un premier temps, je n'ai rien remarqué d'anormal. C'était une cave comme tant d'autres, avec des vieux objets datant de Mathusalem, une malle remplie de vieux habits à moitié mangés par les mythes, un vieux réchaud, une caisse à outils, et des tonneaux disséminés çà et là un peu partout. J'ai essayé d'en déplacer un. Je pensais m'en servir pour atteindre le soupirail situé un peu plus haut. Ça aurait pu être un moyen d'avertir quelqu'un à l'extérieur que j'étais enfermé par une vieille folle. Quelqu'un de plus fiable que l'autre alcoolique. C'était con à dire, mais je me disais qu'il aurait pu être un élément clé. Une porte de sortie s'il n'était pas imbibé d'alcool. Même s'il disait à la police que j'étais enfermé, qui croirait un poivreau? Il penserait forcément qu'il était en plein délire et ne tiendrait pas compte de ce qu'il dit. Non, il fallait quelqu'un de sobre, c'était un minimum. Si je pouvais atteindre ce soupirail, ce serait l'idéal. Et tous ces tonneaux, en empilant un ou deux d'entre eux l'un sur l'autre, ou sur une table comme celle que j'avais vue dans un coin, ça m'aurait fait un moyen parfait pour mon objectif. Mais j'ai vite déchanté. Aucun d'entre eux n'était déplaçable. À croire qu'ils étaient lestés au plomb. C'était la première nuit que je passais dans cet endroit insalubre. La première d'une longue série. J'ai trouvé un tas de couvertures, pas trop abîmées, placées dans une caisse sous l'escalier. C'était sommaire, mais j'ai pu me faire un semblant de lit. Le lendemain, je peinais à ouvrir les yeux quand j'ai entendu le cliquetis de la serrure. Je me suis brusquement levé, bien que tenant à peine debout, me ruant vers l'escalier, espérant prendre de vitesse ma geôlière. Mais elle m'attendait avec à la main un vieux fusil que je devinais en parfait état de marche. Le sourire de la vieille à ce moment-là était éloquent. Si je tentais de m'approcher plus, il était évident qu'elle n'hésiterait pas à tirer cette timbrée. Elle posait un plateau sur une des marches de l'escalier en souriant, avant de franchir à nouveau le seuil de la porte de la cave. Elle a posé un doigt sur sa bouche, m'invitant au silence. Cette vieille peau! J'ai encore plus explosé de colère à ce moment, l'insultant, lui criant dessus, lui demandant ce qu'elle voulait. Mais elle ne dit rien, se contentant de sourire à nouveau et quittant la pièce en refermant à clé derrière elle. J'ai monté les escaliers après son départ. J'ai pris le plateau. Dessus, il y avait une bouteille d'eau, un plat constitué de purée et de saucisses et de madeleines en guise de dessert. Au moins, je savais que son intention n'était pas que je meure de faim. Mais je n'en savais pas plus. Avec le soleil filtrant par le soupirail, je voyais un peu mieux ce qui était désormais mon lieu de vie. C'est là que j'ai découvert un petit meuble dans le fond de la cave, que je n'avais pas vu dans la pénombre la veille. À l'intérieur, il y avait plusieurs objets, aussi divers que troublants. Des colliers, des montres, des portefeuilles, des pièces de monnaie, des photos, des chapeaux et des pièces d'identité.
Je reconnaissais certains visages pour les avoir vus au Flash Info. C'étaient des personnes recherchées depuis plusieurs mois pour certains. Tous disparus mystérieusement, sans que personne ne sache ce qu'ils étaient devenus. Des personnes seules, mais aussi des couples, des amants interdits ou ayant des relations contre nature, de ce que j'avais compris. Il y avait même des tapineuses, comme les appelait mon mari. Bon sang, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour être à ses côtés en ce moment. Je serais même prête à me confondre en excuses pour toutes les saloperies que je lui ai dites lors de notre dispute. Cette saleté de dispute qui m'avait conduit ici. Ça devait être de ça que le sou avait essayé de m'avertir. Je ne savais pas comment, mais il semblait savoir ce qui se tramait ici. Sinon, pourquoi aurait-il tenté de m'avertir du danger? Tous ces gens, ils avaient dû être victimes aussi de l'autre taré d'en haut. Son commerce de chambre d'hôte, en fait, c'était une couverture pour je ne sais quelle activité dont j'ignorais encore la nature. Ce n'est que plus tard que j'ai enfin compris. Les tonneaux, j'ai compris pourquoi ils étaient aussi lourds. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir vu les cartes d'identité ou un instinct de survie quelconque, une forme d'étincelle qui s'est imposée à moi, mais j'ai eu l'idée de vouloir savoir ce qu'il y avait dans ces tonneaux. J'ai pris une petite statuette en métal trouvée à côté du meuble et je m'en suis servi pour briser le bois d'un des récipients. Ce que j'ai trouvé dedans m'a fait vomir mes tripes. Il y avait un corps à moitié dissous dans je ne sais quel acide. Celui-ci, à peine déversé sur le sol, s'est mis à ronger ce dernier. Je préfère ne pas dire dans quel état se trouvaient les restes sortis du tonneau. Rien que d'y repenser, je crois que je serais capable d'en gerber à nouveau. Fort heureusement, le tonneau surprise, dont j'avais découvert le secret, se trouvait hors du champ de vision de la vieille lorsqu'elle m'amenait mes repas 2 fois par jour, avec toujours son fusil en main et son sourire malsain sur le visage. Ce qui fait qu'elle n'a pas su que je savais ce qu'était devenu ceux m'ayant précédé. Une chance pour moi. Qui sait ce qu'elle aurait pu faire en s'apercevant que j'avais éventé sa macabre distraction? Peut-être aurait-elle précipité les choses et m'aurait fait rejoindre un tonneau spécialement réservé pour moi. Mais vous vous demandez sans doute comment je peux vous expliquer tout ça alors que j'étais enfermé dans cette cave. Je pense que certains d'entre vous auront compris que j'ai fini par me sortir de ce cauchemar. Et ce, grâce au fameux poivreau et à un petit chien semblant en manque d'affection de la part de sa maîtresse. Je m'explique. Cela faisait 4 jours que j'étais l'hôte de cette petite vieille de son prénom Jeanne, telle que je l'apprenais après m'être évadé de mon enfer. Cette fois, celle qui me retenait prisonnière était accompagnée d'un petit chien, un basset. Il me rappelait celui que possédait ma mère à une époque. J'adorais ce chien, jusqu'à ce qu'il rejoigne le paradis des chiens. Je ne sais pas s'il a senti que j'aimais ses semblables, mais toujours est-il que Puppy, le nom du basset, s'est soustrait à la vigilance de sa maîtresse dès lors que j'ai souri en le voyant. J'avoue avoir eu un peu honte de ce que j'ai fait par la suite, mais c'est ce qui me permet de vous conter ma mésaventure aujourd'hui. Disons que j'ai pris en otage ce cher Puppy, menaçant Jeanne de l'étrangler sous ses yeux si elle ne me libérait pas dans la seconde. Je l'ai sentie hésitante. Elle m'a demandé de bien réfléchir à ce que je faisais. Elle me disait que je ne comprenais pas le bien fondé de son action. Je lui répondais que je me foutais de ses motivations. Tout ce que je voyais, c'était qu'elle avait un sacré grain et que si elle ne m'obéissait pas, elle pouvait dire adieu à son chien. Je rajoutais que de toute façon, j'étais condamné à finir dans un des tonneaux moi aussi. Alors, perdu pour perdu, j'aurais au moins eu la satisfaction de lui avoir fait couler des larmes. Finalement, elle a accepté de me laisser partir. J'ai monté les escaliers et une fois en haut, je lui ai demandé de descendre à son tour dans la cave, à ma place. Étonnamment, elle a obéi sans sourciller, en voyant une de mes mains plaquée sur le cou de son cher petit toutou. Puis j'ai fermé la porte en relâchant Puppy, le laissant retrouver sa maîtresse en bas. Je suis rentré chez moi, où j'ai eu la surprise de trouver mon mari en compagnie de policiers. Il semblait aussi étonné qu'eux de me voir, pensant sans doute que j'avais subi le même sort que les autres disparus. J'ai appris à ce moment que le fameux poivreau avait finalement indiqué à la police que j'avais été attrapé par Jeanne. Personne ne l'a cru évidemment.
Les policiers pensaient qu'il racontait des histoires sous l'emprise de l'alcool. Seulement, le jour où il est venu, mon mari était là pour signaler ma disparition. Et tenez-vous bien, le mec bourré là, c'était un des anciens collègues de ma chère moitié. Il avait divorcé il y avait 4 ans de ça et ne s'était jamais remis du départ de son épouse, du moins en apparence. La vraie raison, c'était qu'un soir, ils s'étaient disputés tous les deux, et son épouse s'est rendue dans la fameuse maison d'hôte de Jeanne. Le mari esselé, faisant le pied de grue devant la bâtisse jour et nuit, attendant le retour de sa belle, elle n'en est jamais ressortie. Il a sombré dans l'alcool après ça, perdant son travail. Mon mari a essayé de lui faire remonter la pente sans succès. Néanmoins, il acceptait de recevoir de temps en temps des petits présents sous forme de nourriture de la part de mon mari, sachant que son ancien collègue squattait régulièrement le devant de la station-service près de notre motel. Ça faisait d'ailleurs partie de ma dispute avec lui. Le soir où on s'est engueulé, je lui demandais où passait une partie de l'argent. Il avait refusé de me le dire, disant qu'il avait promis de ne pas en parler. Moi, je pensais qu'il me trompait et que les sommes disparues finissaient en bijoux ou en cadeaux pour sa potentielle maîtresse. Le fait est qu'il ne voulait pas qu'on sache qu'il offrait de la nourriture en secret à un alcoolique devenu notoire et bien connu de la police pour ses exploits alcoolisés, causant des scandales à répétition dans la rue. Et le soir où il m'a vu partir, il avait entendu la dispute avec mon mari. Faut dire que tout le motel en a profité tellement je gueulais. Ça a dû lui rappeler de mauvais souvenirs. Et étant très attaché en tant qu'ami à mon mari, connaissant mon visage, l'ayant vu sur des photos montrées par mon époux, il s'en est pris à moi pensant que j'allais partir comme sa propre femme l'avait fait. Quand il m'a suivi, c'était pour s'excuser de sa conduite. Et puis il m'a vu me diriger vers l'endroit où son épouse n'était jamais ressortie. C'est pourquoi il a tenté de me prévenir en m'incitant à ressortir avant qu'il ne soit trop tard. Quand je suis revenue dans l'appartement, les policiers discutaient avec mon mari de la manière de procéder pour obtenir un mandat et fouiller la demeure de Jeanne. Mon mari s'étant porté garant des dires de son ami et ancien collègue, car il savait qu'il ne mentirait pas sur un sujet aussi grave, proche de ce qu'il avait vécu par le passé. J'ai expliqué à mon tour comment j'avais réussi à m'enfuir. Jeanne fut appréhendée après avoir été libérée de sa propre cave. Elle a expliqué, lors de son interrogatoire, qu'elle avait agi pour punir ceux qu'elle jugeait être des dépravés. Ceux et celles qui venaient chez elle étaient tous coupables de relations interdites ou vivant dans la luxure. Elle faisait ça pour libérer la société d'immondices ne méritant pas de vivre. En revanche, elle a refusé d'indiquer comment elle avait acquis sa technique de dissolution des corps, ni où elle se procurait les fameux tonneaux. Ce n'était pas du simple bois, il n'en avait que l'apparence. C'était une matière à mi-chemin entre le verre et d'autres matériaux, capable de contenir des acides parmi les plus corrosifs. Quand elle apprenait les relations interdites de certains de ses clients, elle trouvait toujours une excuse pour qu'ils s'approchent de la porte de sa cave et les jeter à l'intérieur. Elle les nourrissait dans un premier temps, avant de leur demander de renier leur vie dissolue et se repentir. S'ils refusaient, elle cessait de leur fournir tout aliment. Une fois morts de faim, elle découpait les corps avant de les plonger dans un tonneau rempli d'acide de sa composition. Ça aussi, elle a refusé d'indiquer d'où elle tenait son savoir de parfait petit chimiste et où elle se procurait les ingrédients pour créer son liquide dissolvant. Au bout de 3 mois, le temps nécessaire au corps pour être totalement dissous, le liquide était déversé via une trappe située dans la cave reliée aux égouts de la ville. Quand je suis venue, j'ai parlé de la raison de ma venue, et elle s'est imaginée que je lui avais menti, et qu'en fait j'avais accusé mon mari d'adultère pour mieux cacher ma propre perversion avec un autre homme. Jeanne est en fait une pauvre femme s'étant autoproclamée comme épuratrice, et comprenant ce qu'elle voulait bien, adoptant sa justice qui, à ses yeux, est tout à fait louable. Elle a même rajouté qu'elle ne devrait pas devoir se cacher pour ses actes, et qu'on devrait la décorer pour ce qu'elle a fait. Elle a avoué être l'auteur de 34 disparitions depuis 5 ans. Après toute cette histoire, ma relation avec mon mari s'est renforcée, et son ami a accepté de suivre un programme anti-alcoolique, avec pour objectif de reprendre sa vie en main. L'acide de Jeanne est en phase d'étude,
pour comprendre sa composition. Les scientifiques espèrent pouvoir lui trouver une utilisation moins morbide que ce qu'en faisait Jeanne. La demeure de celle-ci a été démolie pour laisser place à un centre social destiné aux problèmes de couple, une sorte de clin d'œil à l'activité révolue de la dissolveuse, le nom que la presse lui a donné. Depuis ce jour, j'ai appris à faire confiance à mon mari, et celui-ci m'a juré de ne plus avoir de secret pour moi, aussi petit soit-il. Et pour se faire pardonner, il m'a même acheté un portable dernier cri, muni d'une application de géolocalisation, juste pour être sûr de savoir où je suis, si je me trouve sur le chemin d'une autre Jeanne. Mercredi 12 avril. Aujourd'hui, je profite d'être chez Magda pour enregistrer mon journal. Pendant 15 jours, c'est moi qui vais m'occuper de ses chats et de l'ensemble de sa maison, vu qu'elle est partie en vacances. C'est la première fois que je rentre chez elle, et la maison est bizarre, un peu biscornue, mais finalement plutôt sympa et très mignonne. Magda m'a laissé une liste d'instructions à suivre à la lettre. Elle a été très à cheval là-dessus, mais comme toutes les mamies, j'ai envie de dire. En plus, j'ai dû faire tout un rituel pour qu'elle accepte que je vienne m'occuper de sa maison. Apparemment, c'est la première fois qu'elle s'absente en plus de 25 ans. Donc je comprends qu'elle ait été un peu stressée à l'idée de laisser sa maison et ses bébés. Le rituel consistait en une série de gestes et d'actions un peu farfelues, destinées, soi-disant, à me purifier, et un autre terme curieux que j'ai déjà oublié. J'ai dû notamment faire brûler un mélange d'herbes en récitant une formule qu'elle m'a notée sur une très jolie feuille de papier décorée. J'avoue lui avoir assuré avoir tout fait, mais en vrai, je ne l'ai pas fait en entier. Je voulais réellement le job, mais faut pas déconner non plus, avaler un œuf cru, à jeun avec du piment, non merci. Après tout, c'est pas comme si, grâce à ça, j'allais tout d'un coup développer un super pouvoir pour communiquer avec ses chats ou quelconque chose utile à son gardiennage. Donc bon, on dira que c'était juste une petite omission qui m'aura permis d'être là. Et franchement, j'en avais vraiment besoin de ce compliment. J'ai donc 15 jours à passer ici en suivant des règles aussi strictes qu'absurdes pour certaines. En même temps, ce sont les règles d'une femme âgée vivant seule avec ses chats dans la même maison depuis 25 ans. Je ne dois pas l'oublier. Certaines sont basiques, comme la 3e règle, qui est de toujours se déchausser avant d'entrer. Mais déjà, la première annonce la couleur. N'entrer dans la propriété que par le portillon de devant, juste par le portillon, mais ne pas emprunter l'allée, ne jamais utiliser le portail. Ça commence bien. Entrer par la porte de la cuisine. Toujours aussi logique, parce que le petit portillon mène à une jolie petite allée de gravier sur laquelle il ne faut pas marcher. Je sais pas, peut-être qu'elle veut pas qu'on déplace les gravillons. Ça mène à une porte d'entrée que je ne dois pas utiliser. Je dois faire le tour pour entrer par la porte de la cuisine. Bon, la 3, c'est donc se déchausser. La 4, ne jamais toucher à la bouilloire ni au service à thé situé dans le vaisselier du salon. Enfin, je sais me servir d'une bouilloire. Donner les croquettes du sac rouge le matin et le sac violet à 16h45. Et vider les litières à 17h40. Non, 17h15, pas très bien écrit. Et sortir la poubelle à 17h30. Oui, les chats savent à quelle heure je vide leur litière. Mettre un demi-verre d'eau dans la fougère. Ok, ça c'est facile. Ne jamais ouvrir la porte du grenier, comme si j'avais envie d'aller dans un grenier tout vieux et poussiéreux plein d'araignées. Non merci. Couvrir les 2 miroirs du salon à 18h. Encore un truc bizarre. Ne jamais faire de bruit excessif après 18h. C'est pas un quartier de mamie non plus. Couper l'eau à 20h et ouvrir la lucarne. Super, et si j'ai besoin de l'eau après, si je veux me doucher, non, faut que je fasse tout avant 20h. Et ça continue encore comme ça avec une bonne dizaine d'autres règles, aussi curieuses et tordues les unes que les autres.
Maintenant, vu que c'est l'heure... Oh zut, je suis même en retard en fait. Bon, je vais aller nourrir les chats en faisant surtout attention à Mistigris. Il a un caractère plutôt expiègle. Et à Murmure il est bizarre. C'est un chat bizarre. Il me fiche même un peu la trouille. Il est du genre à être là où on ne l'attend pas, à être juste derrière vous et à vous fixer sans bouger une moustache. Il est étrange, je l'aime pas trop. Magda a 5 chats en tout. Mistigris, Murmure le bizarre, Malo pour Chamallow, Bada pour Chabada, et Pito, pour les mêmes raisons. Bref, j'espère que l'audio a enregistré les miaulements des chats au moment de servir les croquettes. Je n'avais jamais eu les oreilles soumises à un tel niveau de miaou. Ah, il est déjà 18h15. Oh, j'ai oublié son truc des miroirs. J'y vais. Oh, je viens d'entendre un drôle de son. Je vais aller voir. C'est peut-être les chats qui ont fait une bêtise, mais ça m'étonnerait. J'ai l'impression que ça venait de dehors. Ah, encore Murmure qui... Ouais, il y a vraiment une drôle... Voilà Murmure, quand je vous disais que ce chat est bizarre. Il fixe un mur. Il n'y a rien sur le mur. Il est assis devant et il le fixe. Donc je vais aller voir d'où vient ce bruit et je reviens. Allez, réponds. Allez, allô, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord, madame. Bien sûr, calmez-vous. Le grand portail est défoncé. Ils sont rentrés dans la propriété. Je sais pas quoi faire, j'ai peur. Il me faut la police, s'il vous plaît. Ok. Comment vous appelez-vous? Et quelle est votre adresse, s'il vous plaît? C'est Suzy. Je suis au 136 Greenwood. Je les entends dehors. Venez vite, s'il vous plaît. Très bien, Suzy. Déjà, est-ce que vous êtes en sécurité? Et est-ce que toutes les ouvertures sont bien verrouillées? Je crois, j'en suis pas sûre. Je reste avec vous. Allez vérifier que toutes les entrées possibles soient bien fermées. Et soyez prudente. D'accord, je vais aller faire le tour et vérifier. C'est fait? Oui, mais c'est fait, mais il y a une grande baie vitrée et il n'y a rien pour la fermer. D'accord, je comprends. Et est-ce qu'il y a un endroit où vous pourriez vous enfermer et vous cacher? J'en sais rien, je sais pas, c'est pas ma maison. Je vais chercher. Essayez de trouver un endroit où vous pourriez vous mettre en sécurité. Je reste avec vous. Les agents sont en route. Je cherche. Je suis montée, je sais qu'il y a un grenier. Et je pourrais peut-être m'y cacher. Elle voulait pas que j'y aille, mais j'entends du bruit en bas, ils essaient de rentrer. Est-ce que vous pouvez me les décrire? Non, je n'arrive pas à les voir. J'y arrive pas. J'ai du mal à ouvrir la porte du grenier, elle est fermée. Faites attention et essayez de vous cacher. Je vais essayer de faire attention, mais j'y vois rien ici. Il y a une drôle d'odeur. Ça pue, ça sent mauvais. J'ai même peur d'entrer dans le grenier, c'est noir. Les agents ne sont plus très loin. Mais dans combien de temps est-ce qu'ils seront là? Ils devraient arriver dans moins de 5 minutes. Ça ira? J'espère. Ils sont rentrés dans la maison, je les entends. Et s'ils me trouvent? Vous arrivez à les voir? Vous pouvez me les décrire? Je vais essayer de regarder si j'arrive à les voir. Ils sont montés, je les entends, ils sont pas loin. J'ai peur qu'ils m'entendent. Non, en fait, j'arrive à peine à les apercevoir. Il y avait un petit trou, mais j'ai vraiment trop de mal et j'ai beaucoup trop peur pour regarder encore. Ils ont pas l'air humains. Et non! Suzy? 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 Les agents viennent d'arriver. Vous m'entendez? Suzy? Je n'ai aucune réponse. Les agents n'ont trouvé personne. Le portail, bien que présentant des marques de griffure, était fermé. Seule la baie vitrée était ouverte. Les chats dormant tranquillement sur le canapé. Mais personne. Aucune trace. La porte du grenier était bien ouverte. Et ils ont d'ailleurs découvert une sorte de petit hôtel sacrificiel avec des ossements qui sont partis au labo pour analyse. Le village témoin. Je m'y perds et je ne suis pas la seule. Je suis à la recherche d'un nouveau logement depuis bientôt 2 ans et demi. Et oui, j'ai bien dit 2 ans et demi. Il faut dire que je suis un peu exigeante et que je n'ai pas vraiment envie de faire des concessions. J'aimerais trouver un logement atypique, dans le sens où je ne veux pas un truc biscornu et invivable.
mais quelque chose qui sorte de l'ordinaire avec une approche écologique, naturelle, sans pour autant renoncer au confort moderne. Voilà la base. Mais bien sûr, après s'ajoute tout un tas de critères plus ou moins ordinaires, tels que la luminosité, l'orientation, la localisation, etc. Et en me promenant dans les ruelles du vieux centre-ville, je suis tombée sur une petite agence immobilière que je ne connaissais pas. J'ai donc franchi la porte du petit établissement et commencé à regarder les différentes annonces affichées. Mon regard a rapidement été attiré par la publicité d'un nouveau quartier, Ecosonia. L'affiche montrait une jolie rue serpentant entre des maisons aux architectures originales, toutes dotées de panneaux solaires et de potagers avec noté en gros « Ecosonia, l'avenir est ici ». Il se dégageait quelque chose de particulièrement attirant et intriguant en même temps. L'agent immobilier est venu interrompre ma rêverie pour se présenter et m'en dire un peu plus sur l'objet de mon intérêt. Il se présente comme Monsieur San et m'a appris ainsi qu'Ecosonia est un nouveau concept de mini-village ou plutôt de grand quartier sécurisé, autonome et écologique, doté uniquement de maisons ayant toute leur indépendance énergétique, avec un joli jardin, potager et forage, situé à l'extérieur de la ville pour permettre plus de confort avec notamment un lac artificiel et beaucoup d'arbres. Une partie est un quartier entièrement dédié aux maisons témoins et on peut même y passer une nuit d'essai. Ok, je me suis dit très bien, tentons l'aventure alors. Après tout, je ne risque pas grand-chose vu que c'est sans engagement. Un nouveau concept de quartier et un nouveau concept de villa témoin. Après tout, c'est plutôt logique et bien pensé. L'agent immobilier me donne rendez-vous à 17h sur le parking du supermarché situé à côté de chez moi, afin que je puisse le suivre jusqu'à Ecosonia. Après seulement 20 minutes, on arrive à l'entrée du quartier. Je me gare sur le parking et monte dans la voiture de l'agent, qui m'explique que même s'il n'y a pas encore de gardien, il faut néanmoins un badge pour rentrer dans le quartier. Je regarde les premières maisons défiler et j'ai ma première déception. Elles ne sont pas uniques. Certes, ce n'est pas la même maison qui se répète à l'infini, comme on peut le voir parfois, mais c'est, d'après ce que j'ai pu compter, à peu près 7 modèles qui se répètent à l'infini. Mais bon, maintenant que je suis là, je vais quand même tester le confort de vie de ces maisons soi-disant d'un nouveau genre. La rue me paraît interminable quand soudain l'agent m'annonce qu'on arrive enfin. Au bout de la longue rue sinueuse et bordée d'arbres, surgit ce qui sera peut-être mon futur foyer, même si j'en doute fortement. Monsieur San se gare devant une maison à l'aspect plus froid et plus cubique que ce à quoi je ne m'attendais, ce qu'il a l'air de remarquer, puisqu'il m'indique directement de ne pas me fier aux apparences, et que cette maison est carrément faite pour moi. Il en est certain. Elle me correspondra parfaitement, et il ne peut pas en être autrement. Voilà un agent bien sûr de lui. Mais allons voir. En effet, l'intérieur est plus agréable qu'il n'y paraissait. Je commence à faire le tour du propriétaire quand je me rends compte que Monsieur San a disparu. Il a déjà filé, et sa voiture n'est même plus garée devant. Je ne l'ai même pas entendue. La sonorisation doit être bonne. Une petite note laissée sur la table de la cuisine m'indique que le frigo est plein et que je n'ai qu'à me servir. Très surprise, en effet, le frigo est plein, mais surtout, il est rempli de produits que j'ai l'habitude de consommer. Curieux, mais pas désagréable. Monsieur San doit revenir me chercher à 9h du matin. D'ici là, je vais pouvoir voir si la maison est agréable et si le quartier est vraiment sympa et sécurisé. Je commence à me préparer à manger, mais rien ne va, jusqu'au goût des aliments particulièrement fades. Et c'est sur cette note décevante que je vais me coucher. Mais le lendemain, personne. Les heures passent et je ne vois toujours pas d'agent immobilier.
je décide de l'appeler, mais rien, aucune tonalité. Et oui, il me l'avait dit, les antennes relais n'ont pas encore été installées. Et c'est bien dommage. C'est finalement sur le coup de 16 heures que je choisis de partir à pied pour rejoindre ma voiture laissée à l'entrée du lotissement. Je décide de remonter la rue, mais quelque chose cloche et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. En plus, je ne me rappelle plus par quel côté nous sommes arrivés. Tant pis, j'essaie dans un sens et si c'est pas le bon, je ferai demi-tour pour remonter la rue en sens inverse. C'est pas sorcier. Ce qui est sûr, c'est que je n'achèterai pas ici. Après 45 minutes, je me rends à l'évidence, j'ai fait le mauvais choix. Et c'est reparti pour un minimum de 45 minutes, sans compter le temps pour rejoindre la sortie. Mais là, un problème apparaît. Je marche depuis 1 heure et demie et toujours aucun portail à l'horizon. Et cette rue qui n'en finit pas de tourner virer, impossible de voir au-delà de quelques centaines de mètres tout au plus. Vers 19 heures, après plus de 3 heures de marche, je jette l'éponge. Fatigué, je rentre à la maison témoin pour me reposer. Je règle mon réveil sur 6 heures et me couche après avoir pris un repas vite fait et une douche. Dès 7 heures, je commence à partir en direction du supposé portail. Mais là encore, rien. Je marche depuis déjà 2 heures le long de cette interminable rue, sans comprendre comment c'est possible. Et puis je me dis que je n'ai pas essayé de tourner dans une des rues adjacentes. Après tout, j'ai peut-être été distraite à notre arrivée et loupé un virage à un moment ou à un autre. Je vais rentrer et j'essaierai la première rue à droite dès demain matin. Cela fait maintenant plusieurs mois que j'essaie de trouver la sortie et je pense finalement que je suis coincée ici pour très très longtemps. En fait, je sais que je ne sortirai jamais de ce quartier. Et je sais pourquoi maintenant que j'ai rencontré mes voisins. Car oui, je ne suis pas la seule à être perdue dans cet étrange quartier. Lors d'une de mes expéditions afin de trouver la sortie de ce fichu lotissement, je suis tombée sur quelqu'un. Au début, j'ai pensé halluciner. Et quand j'ai vu que lui aussi m'avait vu, j'ai pris peur. Après plusieurs semaines seule, on aurait pu penser que j'allais être ravie, mais j'ai plutôt eu peur. Il faut dire qu'il commençait à faire nuit et que j'étais pratiquement sûre et certaine d'être seule. Mais petit à petit, j'ai découvert d'autres perdus. Il y a Betty, qui pour gagner plus d'argent, n'a pas hésité à falsifier plusieurs rapports afin que divers produits plus ou moins néfastes, mais très rentables, soient commercialisés en masse, quitte à nuire à la santé de nombreuses personnes. Morton, qui a empoisonné son adversaire pour s'assurer de finir le premier. Giuseppe, qui a trompé et arnaqué de nombreuses personnes juste pour le plaisir de ruiner des vies. Raphaël, qui aime tuer, défigurer tous ceux qu'il trouve insignifiants. Vera, qui a usurpé l'identité de sa colocataire, qui du coup a écopé de ses sombres dettes à sa place et qui les a, disons, remboursées à sa place. Et il y a moi, Karen, qui a écrasé la concurrence, humilié les autres dès que possible et fait éliminer 2 ou 3 personnes qui me gênaient. Je vous le disais, jamais je ne sortirai d'ici. Bonsoir les creepynotes. Ce soir ce sera une histoire plus courte que d'habitude. À la base elle devait faire partie d'un trio, mais avec les vacances et la joie d'avoir 3 petits loups à la maison, eh bien l'enregistrement était un peu plus compliqué. Alors j'ai choisi de la sortir seule, car celle-ci est, je pense, la plus touchante de toutes, l'au-delà. C'était en 2009, au moment de mon accouchement, ou plutôt juste après, qu'il s'est passé quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Durant toute ma grossesse, tout s'est parfaitement déroulé et nous avons souhaité garder la surprise sur le sexe du bébé. Et comme nous habitions encore assez loin de la famille, je n'ai pas eu droit aux diverses prédictions du genre « ton ventre pointe, alors c'est un garçon »
« Non, ta ligne de grossesse dépasse sur le nombril, alors c'est une fille. » Si la grossesse en elle-même s'est donc très bien déroulée, l'accouchement, lui, s'est avéré beaucoup plus compliqué que prévu. Et mon bébé s'est retrouvé dans une position bien délicate. À la suite de ça, nous avons été tous deux hospitalisés pendant plusieurs semaines. J'étais donc à l'hôpital avec mon bébé qui balançait entre la vie et la mort depuis presque 2 jours, quand nous avons enfin pu prendre le temps de prévenir la famille. Au même moment, mon père était en visite chez ma grand-mère et nous avons juste pu lui annoncer la naissance. Cela devait faire environ 12 heures que j'avais accouché quand, soudainement, le cœur de mon bébé s'est arrêté de battre. J'ai crié pour avertir un médecin, bien qu'il était sous surveillance constante. Ils sont arrivés très vite. J'ai eu extrêmement peur. Les médecins l'ont réanimé et l'ont pris avec eux. 30 minutes d'angoisse plus tard, qui évidemment m'ont semblé durer une éternité, ils l'ont enfin ramené dans la chambre, mis en couveuse et branché à de nombreux tuyaux. C'était super impressionnant. Après m'avoir pu assurer qu'il s'était bien endormi et que ses constantes étaient réellement stables, un peu rassuré, j'ai à nouveau appelé mon père, à la fois pour lui donner des nouvelles et lui dire, enfin, que c'était un petit garçon qui venait agrandir la famille, mais aussi pour avoir un peu de soutien de sa part. Et c'est là qu'il m'a annoncé que ma grand-mère était hospitalisée. Son cœur s'était arrêté et apparemment les médecins avaient eu pas mal de mal à la réanimer. Mais elle s'est finalement réveillée et elle va mieux. Dans les heures qui ont suivi, elle était assez réveillée pour me parler au téléphone, ce qu'elle a fait. Elle m'a appelé dans ma chambre à la maternité depuis sa chambre d'hôpital. Et ce qu'elle m'a dit m'a stupéfaite. Elle m'a dit « Tu sais, ma petite Nini, moi, j'ai eu une très belle et longue vie. Je viens de rencontrer ton petit garçon, et lui, il doit encore commencer sa vie. Je laisse ma place pour lui, il la mérite. Je vous aime. » Elle parlait très clairement. Je ne l'avais plus entendue comme ça depuis des années à cause de son Alzheimer. C'était bizarre pour moi, mais pas seulement. Toute la famille était très étonnée, car elle n'avait pas fait preuve d'autant de lucidité depuis longtemps. Et surtout, elle n'avait pas encore rencontré mon fils, car nous n'avions pas encore eu l'occasion de lui présenter, ni même d'informer que c'était un garçon. Généralement, elle ne savait même pas qui j'étais, et elle appelait son propre fils sa sœur. Donc tout était vraiment bizarre. Pendant la nuit, le cœur de mon fils s'est encore une fois arrêté, et nous avons eu à nouveau très peur. Quelques minutes après qu'il ait été à nouveau stabilisé, mon père me téléphonait. Ma grand-mère venait de nous quitter. Le lendemain, mon fils a commencé à guérir. Maintenant, c'est un petit garçon de 3 ans en superbe santé. Je n'ai jamais cru au paranormal, mais je n'ai toujours aucune explication pour ce que s'est passé à ce moment-là.